Bonjour les gens, bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes. C'est reparti pour cette vidéo. On va maintenant parler du menu paragraphe. Alors comme on l'a vu dans le menu précédent, je vous ai expliqué pourquoi on différenciait tout ce qui est paragraphe et police, parce qu'en fait tout ce qui est paragraphe, il n'y a pas forcément besoin de sélectionner pour info, puisque ça concerne le paragraphe. Voilà, je ne peux pas centrer que le mot gros. Si je choisis que le mot gros et que je centre, bah, c'est pareil que si j'avais rien sélectionné et que j'étais juste dans ce paragraphe-là. Voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce que je disais aussi dans la dernière vidéo, l'intéressant en sélectionnant, c'est si je prends plusieurs morceaux de paragraphe, en fait, l'idée d'avoir juste un caractère qui est concerné, tout le paragraphe sera concerné. Donc on sélectionne quand on veut actionner quelque chose sur plusieurs paragraphes. Voilà. Alors, les premières choses dans les paragraphes faciles, bah, effectivement, c'est tout ce qui est alignement. Donc, par défaut, le texte s'aligne à gauche, d'accord, avec un petit raccourci CTRL-MAJ gauche, que moi perso, j'utilise jamais. Et sinon, pour centrer, on voit qu'il y a un raccourci, c'est CTRL-E. Donc, facile, hein, je fais au clavier CTRL-E. Et voilà. Et si je veux remettre à gauche, en fait, il suffit de recliquer sur là-dessus ou de refaire CTRL-E. C'est pour ça que j'utilise jamais le CTRL-MAJ gauche pour mettre à gauche. Il suffit de décentrer finalement, et ça fait pareil. Pour mettre à droite, on a le CTRL-MAJ droite, donc CTRL-MAJ plus D. Mais surtout, ce qui est très utilisé, vous savez, c'est la fonction justifier qui permet d'aligner des deux côtés et ensuite le texte s'arrange pour agrandir les espaces entre les mots. Donc tant qu'on a une page à peu près large par rapport à la taille des caractères, ça passe. Si par hasard on avait un retrait qui est très très fin comme ceci, il peut y arriver parfois que voilà, ça fasse des trous pas très 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 cool. Donc ça c'est à voir. Alors justement la suite c'est vous montrer les retraits. Alors les retraits de base, toujours sur le paragraphe concerné ou plusieurs s'ils sont sélectionnés. Et là si je fais sur le paragraphe concerné, on voit que j'ai deux boutons ici qui nous permettent de réduire ou d'augmenter le retrait. Donc le retrait, je rappelle que c'est l'espace qu'il y a entre la marge et le début de l'écriture. Par défaut, il y a des retraits à 0, et si je clique là, hop, ça met un retrait à 1,25. Par défaut, c'est du 1,25, donc là on est à 2,5, 3,75, 5, etc. Bon, moi je suis pas très fan de ce bouton là parce que c'est rare que je fasse un gros retrait comme ça sur tout le paragraphe, sauf sur des gros dossiers pour faire un truc un peu sympa au milieu. Du coup ce qui est important c'est d'avoir sa règle d'afficher. Je rappelle, si vous n'avez pas la règle, il faut aller dans l'affichage, cliquer sur règle comme ça pour afficher la règle. Et ensuite on voit qu'on a des espèces de petits triangles ici et des carrés. Alors sur la droite comme vous avez vu je l'ai fait juste avant, il suffit de prendre le triangle et tous les paragraphes sélectionnés ou celui concerné par le curseur, voilà ce qui se passe. Hein, donc si je veux le faire sur plusieurs paragraphes, par exemple sur tout cela, je fais ça et du coup ils vont tous être concernés à la fois. Voilà, alors que ceux d'en dessous ne le seront pas. Voilà, une petite annulation, CTRL ZUT ou la flèche, donc CTRL Z. Voilà. Donc ça c'est pour à droite, et ensuite pour la gauche, on voit qu'il y a trois éléments ici. Je dis bien trois, il y a deux triangles et un carré, je dis trois, parce que très souvent les gens confondent en fait le carré et le petit triangle qui est ici. Donc en fait, il faut bien viser avec la pointe de votre curseur. Si je prends la flèche qui est là, d'accord, on voit que ça change seulement la première ligne du paragraphe. Donc c'est pour faire des alinéas, plutôt pratique. Alors que si je prends le triangle qui est juste en dessous, on voit que ça change, c'est tout l'inverse, c'est tout le reste, donc c'est tout sauf la première ligne. Et si je bouge le carré, en fait, comme ça, on voit que ça bouge tout à la fois. En fait, bouger le carré bouge les deux triangles. Mais en fait, vous avez vu, peu importe ce que je fais, le triangle du bas et le carré du bas sont toujours ensemble. Et quand je fais ça, c'est décalé, du coup on garde le décalage et on bouge le décalage, parce que j'ai pris le carré. Donc en gros, premier triangle, la première ligne, le deuxième triangle, toutes les autres lignes, et le carré, tout à la fois. Voilà. Et avec ça, vous faites les retraits. Si jamais vous voulez être beaucoup plus précis sur les retraits, il va falloir ouvrir le menu paragraphe que vous avez ici, d'accord? Je vous rappelle que vous pouvez aussi le faire au clic droit, n'importe où, clic droit, paragraphe, de la même manière qu'on avait clic droit police pour le menu police ici. Et dans ce menu paragraphe, on va retrouver plein de choses, notamment les alignements ici, et surtout on va retrouver les retraits, gauche, droite, et le spécial. Je vous laisserai faire vos tests pour tout ce qui est première ligne en l'occurrence. Voilà pour tout ce qui est retrait. Alors ensuite, il y a tout ce qu'on appelle espacement et interligne. Souvent les gens confondent. Donc en fait, c'est bien les espaces qu'il y a entre les lignes. Pour gérer justement les interlignes, vous avez un bouton qui est là. En fait, on se rend compte ici que quand on bouge ça, ça concerne les interlignes, donc les espaces entre les lignes, au sein d'un paragraphe. D'accord? Donc on voit que ça bouge, mais si vous regardez à ce niveau-là, ça ne bouge pas du tout. D'accord? Ça ne bouge pas les espaces qu'il y a avant et après le paragraphe. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les espacements, justement.
Donc là, je pourrais jouer sur l'interligne ici. Et pour jouer sur les espacements, alors vous avez vu qu'ici, je peux juste en rajouter un ou en enlever un avant ou après le paragraphe, d'accord? Mais j'ai ajouté avant ou supprimé après, mais si je veux en rajouter un après ou en supprimer un avant, bah ça me suffit pas, ces boutons-là. Et donc, encore une fois, on va aller sur le menu paragraphe, comme ceci, encore une fois, ou par l'extension là. Et donc, on voit ici qu'on a les interlignes d'un côté, pareil, faites vos tests, et ensuite, on a les espacements ici. Et en fait, si vous mettez les espacements à 0, ça va enfin vous enlever ce petit espace que certains, depuis 10 ans, essayent d'enlever en cliquant dedans, et c'est pas possible. C'est pas une ligne vide. Moi aussi, j'ai perdu du temps à cliquer ici pour rien. Mais non, ça ne marche pas. Donc pour ça, hop, par exemple, je me mets là, et je dis l'espacement après, je veux 0, hop, et du coup, on voit que maintenant, c'est collé. Pas des problèmes. Voilà. Alors, il y en a qui vous diront aussi que les espacements, ils trouvent ça plus pratique, pourquoi pas. Dans le menu mise en page ici, d'accord, ou disposition, suivant vos versions, vous verrez que vous retrouvez ici les retraits gauche-droite et les espacements. Donc il y en a qui trouvent plus simple de le faire par là. Vous verrez que ça marche par palier. Si je veux remettre 8, hein, il suffit de sélectionner, je fais 8, entrée, et j'ai mon petit 8 d'espacement après, qui est revenu. Donc voilà, ne pas confondre interligne et espacement. Les interlignes se gèrent ici sur les espaces entre les lignes au sein du paragraphe. Les espacements, c'est ce que vous voyez avant et après chaque paragraphe. Ce n'est pas la même chose. Voilà pour tout ça. Alors, si je regarde encore mon petit menu, je vais garder tout ce qui est puces et numérotation pour plus tard. Je voudrais d'abord vous parler de ces deux petits boutons ici, que j'appelle malproprement les petits boutons bâtards. N'y voyez aucune injure, aucune vulgarité ici. C'est juste pour dire qu'ils arrivent, c'est des croisés de deux espèces en fait, de l'espèce police et de l'espèce paragraphe. En fait, on a dit la police, les outils de police, il faut d'abord bien sélectionner pour ensuite appliquer, alors que les outils de paragraphe, ce n'est pas la peine, il suffit de se mettre dans le paragraphe et ça applique. Et bien en fait, ces boutons-là, suivant si vous sélectionnez ou pas, ils vont se comporter comme un outil de police si on sélectionne, ou comme un outil de paragraphe si on sélectionne pas. Je m'explique. Imaginons que je les considère comme un outil de paragraphe puisque c'est un paragraphe. Je ne sélectionne pas, je vais ici et je choisis une couleur de trame de fond. Donc, si vous regardez bien, c'est un pot de peinture ici. Si, je vous jure. Moi j'ai mis 10 ans à voir que c'était un pot de peinture. Ça me faisait un peu l'effet de c'est le copain qui dit tu vois le nuage là, regarde, on dirait une tête de chien. Ouais. Bah pareil, il me dit tu vois là c'est un pot de peinture. Ouais. Et un jour je l'ai vu. Donc je suis fier maintenant de dire à tout le monde que c'est un pot de peinture. Un vrai pot de peinture quoi. Donc si je choisis une couleur ici, vous voyez tout de suite qu'en dessous, ça concerne tout mon paragraphe. J'ai rien sélectionné, donc il se conduit comme un outil de paragraphe, il applique sur tout le paragraphe. Par contre, si je sélectionne, alors là il va se comporter comme un outil de police, finalement, comme le surligneur. L'avantage qu'il a par rapport au surligneur, ou inconvénient, c'est que si j'utilise le bouton gomme qu'on a vu au menu police, hop, il peut partir, alors que le surlignement ne partira pas avec la gomme de mise en forme. Voilà. Et en fait, le bouton qui est juste à côté, qui nous permet de faire des bordures, ça va être la même chose. Je me mets sur ce paragraphe-là. Si je décide de faire une bordure extérieure, on voit bien que ça concerne tout mon paragraphe à l'extérieur. En revanche, si je sélectionne juste ça, et que je reclique sur le même bouton, on voit bien que ça concerne juste les caractères sélectionnés. Donc vous voyez cette différence entre sélection et non-sélection, ce qui parfois certains débutants m'envoient des messages en disant ça bug parce qu'un coup ça le fait, un coup ça le fait pas. C'est juste comment tu sélectionnes. Alors à noter quand même que si vous sélectionnez tout un paragraphe avec sa marque de fin de paragraphe, vous savez qui est là, invisible pour l'instant, d'accord? Bah là j'ai beau avoir sélectionné, comme j'ai pris quand même tout le paragraphe et seulement tout le paragraphe, il va se comporter comme un outil de paragraphe, comme si je n'avais pas sélectionné. Allez, je reviens en arrière, là je ne sélectionne rien, je refais les deux boutons, effectivement c'est pareil. Donc voilà cette subtilité, si je sélectionne c'est censé faire comme une police, sauf si je sélectionne l'ensemble du paragraphe avec sa marque de paragraphe, où là on retombe du coup sur un outil de paragraphe malgré la sélection. Donc voilà, alors après il y en a qui s'amusent un petit peu à combiner les deux à l'intérieur, attention les yeux ça peut faire mal, mais voilà, il y en a qui s'amusent à ça, hein, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun ses délires comme on dit. Ensuite c'est vous qui mettrez en place votre créativité pour faire ce qui vous plaît. Je suis pas très fan de ce que je viens de faire, du coup triple clic, une petite gomme, on n'en parle plus. Et puis allez, CTRL A et la gomme, hein, CTRL A tout sélectionné et la gomme, voilà, j'ai tout enlevé. Je vais quand même faire CTRL A et CTRL J pour justifier. Voilà, ce qui me permet de tout avoir en justifié, ce qui fait que quand je dézoome, ça a l'air un peu plus carré que
quand c'est pas justifié. Alors là-dessus, justifier, pas justifier, des fois j'ai des questions des élèves. Est-ce qu'il vaut mieux justifier? Est-ce que c'est mieux de pas justifier? Franchement, pour moi, c'est chacun son avis. Il y a plusieurs écoles là-dedans. Moi, je fais plutôt partie de l'école où je trouve ça plus sympa de justifier parce que ça fait carré. C'est-à-dire quand on voit le document de loin, inconsciemment, le premier réflexe dans sa tête, c'est de dire ouais, c'est carré, c'est bien droit et tout ça. Après, j'ai déjà entendu des profs sérieux et compétents dire à leurs élèves de surtout pas justifier que c'était moche. Donc je pense que c'est vraiment une question d'école. Je vous conseille tous ceux qui sont encore dans les études ou même dans le monde pro, demandez dans votre entourage ce qu'ils pensent être le mieux, justifié ou pas. Voilà, un peu chacun son style, quoi. Voilà pour ces deux outils-là. Maintenant, je voudrais qu'on aille voir rapidement ce qu'on peut faire avec les listes à puces, mais comme j'aime bien quand même faire les menus en entier, vous avez vu, il reste juste ce petit bouton qu'on n'a pas vu, donc je vais quand même vous montrer ce que je peux faire avec ce petit bouton qui est un outil de classement, de tri, mais qui va trier les paragraphes. Donc, quand on a des gros paragraphes comme ça, bon là c'est écrit tout pareil, ça n'aura pas trop de classement, c'est pas forcément utile. Par contre, quand on a des petits paragraphes, genre juste deux noms, on va le faire. Alors pour ça, je vais me créer une nouvelle page, et au passage, je vais vous montrer ce qu'on appelle les sauts de page, même si c'est pas trop du tout le chapitre, mais comme je vais l'utiliser, je vais vous le montrer au passage. Donc pour rappel, comment je vais au fin fond de mon document tout en bas, CTRL fin, je suis à la fin, et là, alors je pourrais faire plusieurs fois entrée, mais ça va être moche, je vais afficher les marques pour que vous le voyez, et là si je fais CTRL entrée, oui, CTRL entrée, hop, j'ai fait un saut de page. Du coup, je suis directement sur la page suivante. Pour info, un saut de page, ça fonctionne comment? Ça fonctionne, je ne peux rien écrire entre le saut de page et le bas de la page. Et essayer d'écrire là, ah ouais, ça ne marchera pas. Ça va forcément, d'accord, sur la page suivante. Donc en fait, tout ce que je vais mettre derrière ce saut de page là, j'ai la garantie que ça commencera forcément en haut de la page. C'est génial. Donc là, je peux mettre mon titre. Par exemple, on va dire mon tri, tiens. Hop. Et on voit que si jamais je dois rajouter du texte ici, puis encore du texte, hop, au moment où le saut de page bascule sur la page suivante, bah, mon tri a disparu, puisque on ne peut rien écrire entre le saut de page et le bas de la page. Donc en fait, mon tri est directement passé sur la page suivante. L'énorme avantage de faire ça, c'est que si j'ai passé plusieurs heures à faire une jolie mise en page derrière mon tri pour que tout tienne sur une page, que tout s'agence comme il faut, même pas sur une seule page, hein, sur 2 ou 3 pages suivantes, et bien des fois quand on rajoute du texte, une page ou deux avant, ça décale tout, et puis il n'y a plus rien à sa place, et puis on s'arrache les cheveux. Si on a mis un saut de page juste avant, on est tranquille. On sait qu'à partir du saut de page, derrière, ça ne bouge plus, tant qu'on n'insère rien. Tout ce qu'on insère avant n'aura aucune influence sur ce qu'il y a après le saut de page. Donc c'est quand même très pratique de mettre des sauts de page avant ces grandes parties, ces grands titres ou les choses comme ça. Voilà, c'est pour ça que je vais vous afficher les marques, parce que sans les marques, on ne les voit pas. Alors des fois, on les devine, parce que quand on sélectionne, oh, c'est quoi ce gros machin qui se sélectionne toute seule? Eh ben, c'est le saut de page. Ok, le tri c'était juste pour vous montrer, imaginez que vous êtes à la réunion, puis vous notez le nom de tous les participants, donc vous savez qu'il y avait Victor ce jour-là, il y avait Marie aussi, il y avait Célestine, je me rappelle bien, ah oui tiens dis donc, c'est aussi Augustin qui arrive là, voilà oui avec Wilfried, Zoé était dans les parages aussi, je crois que j'ai vu Ambre, et il me semble bien que Frénégonde était là aussi. Voilà. Et là, vous dites, oula, mais si je laisse les noms comme ça, ils vont encore se vexer. Frénégonde, je la connais, elle est susceptible. À chaque fois, elle se vexe parce que c'est la dernière de la liste. Alors, je vais les mettre par ordre alphabétique, comme ça, pas de souci. Oh, ordre alphabétique, mon Dieu, est-ce que je connais mon alphabet? Pas de problème, je le connais pas. Je sélectionne tous mes paragraphes, parce que vous vous doutez bien que chaque ligne est un paragraphe. Et je clique sur le bouton qui est là de trier. Alors, en fait, il n'y a rien à changer. Vous précise que c'est paragraphe, que c'est bien du texte, et que vous les voyez par ordre croissant, donc par ordre alphabétique. Et vous faites OK. Et lui, tout seul, va vous les trier. Voilà. Il n'est pas content de Frédégonde, hein. Il ne connaît pas Word Frédégonde. Il faut qu'il se mette à la page. Ah, Frédégonde, c'est pas mal aussi. Je vais ajouter Frédégonde au dictionnaire quand même. Et voilà pour mon tri. OK. Alors, je vais aller vous montrer maintenant les listes à puces. Donc, pareil, contrôle entrée. Je fais une nouvelle page pour vous montrer les listes à puces que je vais utiliser via ce bouton-là. Allez, je me fais quand même rapidement un petit peu de mise en forme, c'est sympa. On avait dit un truc comme ça tout à l'heure. On va centrer CTRL E et augmenter la police avec mon CTRL Maj plus grand que. Je suis vraiment pas fan. Et là. Ok. Alors, pour faire une liste à puces, on peut commencer à cliquer d'abord sur le bouton là ou faire le premier texte.
peu importe, une fois qu'on est sur le paragraphe en question, peu importe où dans le paragraphe d'ailleurs, on clique sur ce bouton-là, et lui nous met une puce. Alors on va voir après qu'on peut choisir d'autres types de puces si besoin, il nous met celle-là par défaut. On va augmenter un petit peu tout ça, à la demande de certains. Voilà, alors là, je pense que ceux qui ont déjà un petit peu expérimenté ont vu que c'était assez intuitif le début, c'est-à-dire que si je veux faire la suite, je fais entrer. Il me met une autre puce. Sauf que moi ici, je voudrais pas mettre le rouge tout de suite, je voudrais d'abord mettre des sous-catégories du jaune. Et pour ça, il faudrait que je fasse une sous-puce. Alors il y a une technique clavier et une technique souris. Moi je préfère la technique clavier, mais je vous montre comme la technique souris. C'est de retoucher les deux boutons de retrait qui sont ici. Donc si je clique sur droite, hop, vous avez vu, ça fait une sous-puce, et ici encore une sous-sous-puce, et ainsi de suite. Et quand je reclique là, ça revient. Donc en fait, très facilement, je peux décaler mes niveaux de puce comme j'en ai envie. Voilà, et ensuite, mettre un petit peu ce que je veux ici, et le soleil. Voilà. Maintenant que je voudrais mettre rouge, et ben je vais faire donc dans le sens inverse, pour le faire comme ça, et je mets mon rouge et entrée. Ça, c'est la solution à la souris. Au clavier, en fait, on va utiliser la touche tabulation et majuscule tabulation. Donc là, je suis en rouge, je veux décaler, je fais juste la touche une fois, tabulation. Et du coup, ça me permet de mettre tous les rouges qui m'intéressent ici. Et ensuite, majuscule tabulation, et du coup, vous voyez qu'on peut rapidement, si on n'est pas trop mauvais au clavier comme moi, rapidement mettre tout un tas de choses. Le vert gazon, le vert kaki, le vert topette, le vert bouteille, hein, mais topette on se comprend. C'est quelque chose qu'un stagiaire m'a appris un jour. Et quand on a vu que le vert topette, tout le monde voyait ce que c'était, on s'est dit c'est bon, on valide, c'est crédible, c'est parlant pour les gens. Alors le bleu, bon ça vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, c'est juste histoire qu'on ait un petit peu de matière pour la suite. Ciel marine, bulagon, voilà, et puis tant qu'on y on va mettre le blanc. Avec le blanc cassé, le blanc crème, le blanc ivoire, le blanc machin et le blanc javel. Vous ne connaissez pas, c'est normal. Alors pour info, on peut aussi, là j'ai fait entrer, si je refais entrer, descendre un cran, et si je refais entrer, voilà. Donc c'est une autre technique pour les gens qui des fois ont beaucoup de niveaux, comme ça on fait entrer, 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 et en fait ça réduit les niveaux. C'est une autre technique. Mais quand je suis là, c'est un peu trop tard pour faire entrer. Donc là, majuscule tab, ça marche. Alors attention, si vous êtes là, ça va pas marcher pareil. D'accord? Ça marche si vous êtes collé à la puce. Contrairement aux boutons qui sont là-haut, même si je ne suis pas collé à la puce, ça fonctionne. Alors qu'avec le tabulation, il faut être collé à la puce parce que sinon il croit que c'est une vraie tabulation, qu'on verra plus tard, qu'on veut faire. Bon, on espère que je vous ai pas perdu jusque-là. Voilà, j'ai une petite liste à puces là, un peu parlante, qui va me permettre de vous montrer tout ce que je peux faire avec. Déjà, notez que quand je clique sur une puce, ça sélectionne toutes les puces. C'est-à-dire que comme on les a fait ensemble, il a compris tout seul que c'était la même liste et que du coup elles sont liées. En fait, chaque puce est rattachée à celle d'au-dessus. Ce qui fait que si j'en modifie une, elles sont tous modifiées d'un coup. Donc, pour modifier, déjà, première chose à modifier facilement, c'est d'utiliser le menu police qui est ici. En sélectionnant la puce, je peux par exemple tout simplement juste changer la couleur de ma puce. Mettre du jaune, par exemple. Jaune yapi. Ou alors, je peux mettre du gras. Alors là, sur le point, on va pas voir grand-chose, mais... Ou même juste changer la taille. Bon, voilà, vous verrez, suivant votre puce, c'est plus ou moins judicieux, mais vous pouvez changer directement des choses ici. Ok, si jamais je veux vraiment changer le symbole de puce, je peux aussi passer par le menu qui est là-haut, prendre la petite flèche et trouver les puces proposées par Word. Bon, je sais pas vous, mais moi, ces puces-là, je m'en lasse, on les voit partout, tout le temps. C'est plus très original, donc à moins que je veuille faire un document assez conventionnel et formel, pas de souci. Dès que je veux faire un peu plus original, un peu plus personnalisé au corporate, je me débrouille pour prendre autre chose. Et du coup, on va sur définir une puce ici. Et là, on voit qu'on a trois choix possibles. Alors, on retrouve le menu police. Je m'en sers pas, puisque comme je vous ai dit, je passe directement par le menu police là-haut. Mais ensuite, on voit qu'on a symbole et image. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que si j'utilise symbole, il me prend ce menu d'insertion de symboles, comme vous connaissez, il me propose plein de symboles, avec la police symbole. Je pourrais prendre des petits cœurs, le trèfle, voilà, toutes ces choses-là, directement en puce. Bon, on est assez limité. Le petit secret ici, c'est que si vous changez de police, il y en a 2-3 beaucoup plus sympas pour faire des puces. Alors notamment, il y a tous les Wingdings. Alors si vous regardez les Wingdings ici, il y a Wingdings 1, 2 et 3. Donc ça, regardez, c'est le Wingdings... Oula, raté, on recommence. On a le Wingdings 1 ici. D'accord, donc on retrouve des signes ici. Voilà, celui-ci très à la mode, par exemple. Ça passe un peu, mais voilà. Ensuite, on a le Wingdings 2.
où on voit plein de puces. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de regarder, ou alors aller sur votre Word directement. Et ensuite, on a le Wingdings 3, ici. D'accord? Pour info, si vous voulez plus de puces, ça s'ouvre. Hein, ça. Voilà. Et le Wingdings 3, moi je suis pas très fan. En fait, le meilleur, c'est pas tout ça. Je le garde pour la fin, c'est le Webdings. Et là, dans... Oups! Voilà. Et quand on fait Webdings, voilà ce qu'on a. On a tous ces symboles-là qui sont un peu plus, je trouve, modernes, même si je commence à dater maintenant. Donc on attend la nouvelle génération assez vite. Par exemple, vous avez Mona Lisa ici, je crois qu'elle y est 2 fois, elle est là aussi. Vous avez une tête d'alien quelque part. Vous avez les symboles d'handicapés, de parking. Vous avez toutes les planètes Terre aussi, avec là c'est l'Europe, là c'est plutôt l'Amérique. Et là on a l'Océanie. D'ailleurs je crois que je vais prendre ça. Ça nous fait plaisir de enfin voir la carte avec l'Océanie, presque au centre, même si c'est plus l'Asie. Voilà, du coup je choisis ce symbole-là. Et là, je vois juste un aperçu, je fais OK, et bim, mon symbole est ici maintenant. Et donc s'il est trop petit ou trop gros, vous savez, je l'agrandis, je le réduis, mais je fais ce que je veux. Voilà, peut-être même mettre une couleur si vous voulez avec, pas de problème. Plutôt sympa. Si jamais vous voulez choisir carrément votre image à vous perso, et bien quand on va sur définir une puce, on n'a plus qu'à cliquer sur image. Alors, et regarde si on est connecté pour aller chercher dans Bing. Moi perso, je suis plus adepte d'aller chercher sur Google Images si j'ai pas encore l'image. Et ensuite, il suffit de faire à partir du fichier et d'aller mettre les photos que vous voulez là-dedans. Voilà, alors attention quand vous choisissez vos photos, si vous prenez une photo de groupe, par exemple, il y a 15 personnes, évidemment, ça va être réduit à la taille d'un petit doigt ou d'un tic-tac, ça va pas marcher. Par contre, si vous prenez le logo d'une entreprise qui est assez explicite, par exemple le logo Renault, par exemple, le losange, si vous travaillez, ou pour les Calédoniens, si, pour le logo BCI, je prends souvent en exemple, qui est juste un bannière, voilà, c'est assez simple comme ça, de l'isoler dans une petite image et de le mettre ensuite en puce, ça fait assez corporate, les clients peuvent aimer. Voilà, donc en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut avec le choix des puces, parce qu'au pire, vous la créez vous-même avec un Paint, avec un Photoshop, avec ce que vous voulez, vous la mettez en image et vous la mettez en puce. Voilà, vous êtes vraiment illimité en termes de choix des puces. Maintenant, c'est intéressant de voir, mais comment est-ce qu'on va gérer les liaisons entre puces? Parce que ces puces-là, c'est sympa qu'elles soient liées, mais moi, j'aimerais plutôt, si tu veux, en avoir à partir du bleu, je voudrais des puces différentes. Alors, comme je vous ai dit, chaque puce est attachée à la précédente. Donc, du coup, si à partir de bleu, je veux différent, je vais sur bleu, je fais un clic droit. Et sur le clic droit, on voit ici que j'ai séparé la liste. Et du coup, quand je clique dessus, hop, vous avez vu maintenant? Cela me les sélectionne ensemble, et cela ensemble. Ce qui fait que si je change tout de suite ici le type de puce, hop, ce n'est plus la même. Alors je peux même changer la couleur parce que je veux plus de violet, je veux du bleu. Voilà, c'est indépendant maintenant. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Si jamais je veux rattacher ma puce à ce qui est au-dessus, parce qu'imaginez que j'ai repris ma liste de puces bien plus loin, mais je veux que ça soit en lien et homogène avec une autre liste de puces que j'ai mis quelques pages plus haut, vous faites un clic droit et vous dites joindre à la liste précédente, et hop, la première liste qui correspond, qui est compatible, qui trouve au-dessus, il la prend et il copie. Et du coup il se joint, du coup c'est pareil. Donc voilà, on peut donc facilement séparer et joindre des listes à puces pour pouvoir manager plus facilement l'homogénéité des puces ou au contraire l'hétérogénéité si on veut mettre des choses différentes. Voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur les puces. Et maintenant je vais vous dire des choses pas similaires mais quasi en fait pour le bouton qui est juste à côté qui concerne la numérotation. C'est le même principe. Donc, du coup je vais réutiliser ça, je vais cliquer sur numérotation et voir que par défaut il nous fait des numéros 1, 2, 3, 4. Mais si on clique là, on voit qu'en fait, on a plein d'autres choses. Alors le 1, 2, 3, 4, déjà, on voit que c'est différent avec des points ou des parenthèses. Ensuite, on a les lettres en majuscule ou en minuscule. Pareil, avec parfois des points, des fois des parenthèses. Et on a les chiffres romains en majuscule et en minuscule aussi, avec des points ici. Bon, c'est sympa, j'ai des choses, mais je reste limité. Moi, imaginez que je veuille les chiffres, mais avec un slash, ou avec un 2 points. Ben, j'ai pas là. Bon, du coup, pareil que tout à l'heure, on va pouvoir aller faire quelques paramétrages à notre guise. Et pour cela, on va cliquer sur définir un nouveau format de numérotation. Quand je clique ici, j'ai cette petite fenêtre qui me permet de choisir. Déjà, vous voyez qu'il y a un peu plus de choix, avec des trucs un peu bizarres. Donc voilà, ici, je peux mettre par exemple A. Et ensuite, je peux choisir ce que je mets après. Donc là, il y a un point, mais je peux dire non, moi je veux 2 points. Ou non, tiens, je veux un tiret, 2 tirets, et ça me fait une flèche. Bref, je fais ce que je veux ici. Et ce qui est super en plus, c'est que je peux mettre quelque chose après, mais je peux aussi mettre quelque chose avant. Imaginez que ça concerne
bah là c'est couleur, souvent je mets chapitre, mais là je vais mettre couleur, hop, et je fais OK, et du coup partout j'ai couleur A, couleur B, couleur C, etc. Donc le couleur je peux plus le modifier ici, hein. Si je veux modifier je vais faire exactement comme je viens de faire ici, définir un nouveau format, et maintenant j'ai la certitude à chaque fois que je rajoute quelque chose, hop, j'ai ma couleur F, nickel, sans problème. Et si jamais je devais supprimer une couleur, mauvaise manip, CTRL Z, si jamais je devais supprimer une couleur ici, hop, et ben regardez, BC, le D est devenu C tout seul. J'annule, hop, on voit bien que le bleu était D. Donc bref, il gère tout seul l'enchaînement des lettres et enfin l'incrémentation, comme on dit, des lettres ou des numéros. Alors, je vais juste repasser ça en chiffres pour que vous voyez un peu mieux la suite. Voilà, tout à l'heure on a expliqué quand on voulait désolidariser, un peu quand on voulait séparer. Là c'est le même principe, imaginez qu'à partir de bleu je veux que ça soit une autre chose. Je fais clic droit, mais ce coup-ci je n'ai pas séparé ou joindre, j'ai redémarré à 1 ou à A, suivant ce que vous avez comme numérotation. Et quand je fais ça, du coup, bah lui il repart à 1, et on voit que maintenant ceux-là sont ensemble, il n'est plus avec ceux-là. Et de la même manière, si c'est l'inverse, je vais me dire, non mais moi je veux qu'ils suivent là, bah clic droit, et je fais continuer la numérotation. Hop là, et on y est. Voilà tout ce qu'on peut faire avec tout ça. Je vous épargne ça qui est très pratique parce que ça permet de combiner des niveaux de liste entiers, lier ça avec des styles, etc. Peut-être qu'on fera ça dans un prochain tuto. Mais déjà pour la base, là je pense que vous êtes bien pour gérer vos listes à puces et tous vos paragraphes. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Cette fois, je vais faire un peu de promo comme ils font tous, j'ai vu sur YouTube. Ils demandent les pouces bleus, ils demandent les abonnements, cliquez sur l'horloge, etc. Évidemment, partagez à vos amis. En vrai, en fait, je m'en fous un peu de tout ça. Je sais juste que ça peut aider beaucoup de gens. Les premiers retours que j'ai, c'est quoi? Je vais envoyer à mes copains, ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à partager, c'est fait pour. Que ce soit des élèves, que ce soit des profs, que ce soit des professionnels, des particuliers, des associatifs, même les jeunes, les enfants de 10 ans qui commencent à regarder aussi la chaîne, j'ai vu ça. Donc n'hésitez pas, on apprend toujours et surtout on gagne du temps. Et du coup on gagne du temps pour faire autre chose ou pour faire de la qualité. C'est un peu le but de tout ça. Merci les gens, je vous dis tal tous les gens, à la prochaine vidéo.